Missy, will you have Mike to be your husband to live together in holy marriage? C'était une femme formidable. Elle était adorable, jolie, intelligente. Elle avait tout ce que Michael recherchait. For one human being to love another, that is perhaps the hardest of all our tasks. Mon frère était très attentionné. C'était l'amour incarné. Un rêve américain vire à l'horrible cauchemar. Elle était ligotée avec divers liens, des ceintures, une corde. Pour moi, c'était la violation suprême. Je n'ai jamais oublié la scène. C'est quelque chose qui est resté gravé en moi. Now we're not ruling anything in or out. The motive remains a mystery right now. Merry Christmas. Mike et Missy McIver se rencontrent en 1987. Mike est courtier aérien et Missy institutrice. Entre eux, c'est le coup de foudre. Mike, will you have Missy to be your wife to live together in holy marriage? Avant de rencontrer Missy, mon frère papillonnait à gauche et à droite. Il avait eu plusieurs aventures par le passé, mais quand il a rencontré Missy, j'ai vu que cette fois-ci, c'était différent. Ils voulaient pas une cérémonie en grande pompe. Ils ont organisé le mariage chez eux, mais c'était super. I would ask you now to place this on Missy's ring finger. Je me souviens parfaitement du mariage de mon frère. Ça a été une journée magnifique. The 232 Airport Road, Tavernero Subdivision, Tavernier, Florida. Time is 16:12 hours. Date is 8/22/91. On nous a signalé un problème dans le quartier de Tavernero. Il était vraisemblablement question d'un homicide. Les premiers à répondre à l'appel, une équipe de police scientifique et d'enquêteurs dirigée par Mark Andrews, se précipite sur place. J'entre dans la maison, je vais dans la cuisine. Il y a des bâches de protection. Il n'y a aucun signe de lutte. Rien ne semble indiquer qu'un intrus se soit introduit au domicile. Il y a beaucoup de livres, des ordinateurs. Une porte-fenêtre coulissante est ouverte. Je monte l'escalier extérieur qui mène à l'étage supérieur de la maison. À l'étage, les enquêteurs trouvent un homme étendu par terre, mort. Il était étendu sur le dos. Quelqu'un avait placé une paire de chaussettes de sport blanches sur ses yeux, puis lui avait enroulé la tête dans du ruban adhésif pour lui couvrir les yeux. Sa bouche avait subi le même sort. Il y avait une trace de sang
sur son épaule gauche. Et un petit filet de sang sortait de sa bouche. Et j'ai remarqué ce qui m'a semblé être une empreinte sur son cou. Sur le sol de la cuisine, les policiers trouvent une barre en métal. Elle n'avait rien à faire là. Elle était par terre, je ne savais pas d'où elle venait. Elle devait faire environ 1 à 2 cm de diamètre et 60 à 90 de long. Cette barre de métal pourrait être l'arme du crime. Les enquêteurs l'envoient au laboratoire pour analyse. C'était en désordre. Il y avait des papiers et des affaires éparpillées par terre. Je ne savais pas si ça avait un rapport avec une recherche d'argent ou d'autre chose, ou si ce désordre s'était produit au cours d'une soudaine bagarre. Les enquêteurs traversent le couloir qui mène à la chambre principale. C'est là qu'on a vu le corps au pied du lit. Elle était étendue sur les draps et la couette. Elle avait les pieds et les poings liés avec des ceintures et une corde à linge. Elle avait aussi du ruban adhésif sur les yeux. La victime a été ligotée, bâillonnée et battue. Elle avait les mains liées comme ceci, sous elle. Elle était ligotée avec des ceintures, des liens, une corde, du ruban adhésif. C'était très choquant. Je n'ai pas oublié cette scène. C'est quelque chose qui est resté gravé en moi depuis ce jour et qui ne me quittera qu'au moment de ma mort. Les enquêteurs ont trouvé les corps de Mike et Missy McIvor. C'est suite à l'appel d'un collègue enseignant de Missy qui s'inquiétait de ne pas la voir au travail que la police s'est rendue au domicile du couple. Nous avons procédé à un contrôle de routine parce que comme Missy ne s'était pas présentée à son travail, l'école nous avait demandé de vérifier que tout allait bien. Désormais, le banal contrôle de routine devient une enquête pour homicide. Il semble également que Missy ait été agressée sexuellement, mais le médecin légiste devra le confirmer. Alors que la police scientifique envoie les corps des McIvor en vue de leur autopsie, les enquêteurs continuent à rechercher des indices. Il y avait une commode dont un tiroir était ouvert. Et dans ce tiroir se trouvaient des ceintures et d'autres accessoires. Sur la commode, il y avait quelques tickets de caisse provenant d'une station-service du coin. Dans la chambre principale où se trouvait Missy, il y avait un carnet d'adresses ouvert sur le lit. Le carnet d'adresses est ouvert à la page G. Et il est évident que plusieurs pages ont été arrachées. De prime abord, cela ressemblait à un cambriolage survenu à un domicile occupé, sauf que rien n'avait été volé. Les télévisions n'avaient pas été volées, les coffrets à bijoux n'avaient pas été fouillés. Les choses qui, normalement, étaient subtilisées lors d'un cambriolage étaient encore là. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un foyer très heureux. Et pour moi, c'était la violation suprême de leur intimité et de leur vie. Les policiers examinent aussi l'extérieur de la maison des McIvor. Et c'est alors qu'ils remarquent une échelle. Aussitôt, j'ai pensé que c'était comme ça que l'intrus s'était introduit dans la maison. Alors que nous recherchions des indices à l'extérieur de la scène de crime, nous avons remarqué une empreinte de bottes très distincte du côté où les voitures étaient garées. Missy et Michael avaient fait faire des travaux chez eux. Et nous avons découvert que l'entrepreneur avait accès à leur maison. Il savait que l'échelle était là. Il connaissait les lieux. L'empreinte de bottes appartient-elle à l'entrepreneur réalisant des travaux dans la maison ou bien au tueur? On a voulu recueillir cette empreinte à l'aide d'un moulage. Malheureusement, les conditions météo ne jouaient pas en notre faveur. On aurait pu effectuer un moulage, mais je ne sais pas si le résultat aurait été concluant.
Puis, ils découvrent un autre détail qui leur fournit un indice important sur le ou les meurtriers des MacIvor. Le boîtier qui abrite les câbles de la ligne téléphonique de la maison avait été coupé. Le fait que les câbles de la ligne téléphonique aient été coupés constituait pour moi la preuve que quelqu'un avait prémédité son geste. Les enquêteurs se déploient et interrogent les voisins sur ce qu'ils ont vu et entendu la nuit du meurtre. Mike et Missy habitaient au fond d'une rue. C'était une espèce d'impasse avec un endroit pour entrer, un endroit pour sortir, donc c'était facile de voir les allées et venues. Nous avons quadrillé les rues du quartier. Nous avons donc parlé à un bon nombre de voisins. Mais aucun voisin des MacIvor n'a rien vu. La plupart étaient probablement chez eux cette nuit-là. Il est important de rappeler que la nuit du crime, il tombait une pluie diluvienne. C'est rare qu'on se fasse tremper par les orages dans les Upper Keys. Les tempêtes passent généralement vite, mais ce soir-là, il a plu presque toute la nuit. Après le passage de la tempête, la rumeur du meurtre au domicile des MacIvor s'ébruite dans les Keys. But police will only say that the couple was murdered overnight and that robbery does not appear to have been a motive. Je me revois en train d'arriver à la maison. Il y avait plein de caméras de télévision et les policiers avaient bouclé la zone. J'ai couru, j'ai franchi le ruban de police et ma mère est sortie. Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a dit « Mike est parti ». Mike et Missy sont morts, tous les deux. Je suis vraiment désolé. Et comble de l'horreur, Mike et Missy ne sont pas les seules victimes découvertes dans la maison ce jour-là. « 15 mois plus tôt, Mike et Missy MacIvor se mariaient chez eux, dans l'archipel des Keys, en Floride. Maintenant, cette maison constitue une scène de crime et les enquêteurs ont découvert un élément troublant. Il y avait une échelle qui menait à l'étage dehors. Nous avons découvert qu'elle avait été utilisée par l'artisan qui rénovait la deuxième chambre. Il y avait une bâche par terre et des pots de peinture. Soit ils s'apprêtaient à peindre la pièce, soit ils en avaient peint une partie. Les travaux réalisés dans la maison mettent les enquêteurs sur la piste d'un premier suspect éventuel. Mais le chantier inachevé qu'ils filment révèle un détail troublant. La deuxième chambre était rénovée pour en faire une chambre de bébé car ils attendaient leur premier enfant. Mike et Missy ne sont pas les seules personnes à avoir été assassinées au 232 South Airport Road ce jour-là. Michael et Missy attendaient leur premier enfant et ils préparaient sa chambre. Ils refaisaient la peinture. Ils étaient en train de choisir les couleurs et quand j'ai vu que c'était du bleu, j'ai su que ce serait un garçon. Les MacIvor prévoyaient de nommer leur fils Kyle Patrick MacIvor. Il devait naître quelques semaines plus tard. Mais maintenant, tous ces projets sont anéantis. C'est horrible. Comment peut-on faire quelque chose de si atroce à deux magnifiques personnes et leur futur bébé? Et le fait que ça se soit produit à leur domicile, c'est encore pire. C'était leur paradis, leur chez eux. C'est une terrible violation. Désormais, les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé dans la maison des MacIvor avant qu'elle ne devienne une scène de crime. C'est vraiment très troublant, parce que dans cette maison même, où un superbe rêve s'était réalisé, un cauchemar atroce lui a succédé. Les enquêteurs doivent maintenant trouver le ou les assassins responsables du meurtre des MacIvor et de leur futur bébé.
La plupart des homicides sont commis soit par un membre de la famille, soit par un ami proche de la famille. Aussi triste que cela puisse paraître, c'est la vérité. Alors au début, notre enquête s'oriente toujours vers les proches. Il faut interroger la famille, tout d'abord pour les écarter de la liste des suspects, et ensuite pour obtenir des pistes, des noms de personnes susceptibles de leur vouloir du mal, leurs amis, leurs associés. On essaie de penser à tout et n'importe quoi. On passe tout le monde en revue et on se dit « Mais pourquoi ?» Mon frère était quelqu'un d'extrêmement insouciant. Il était copain avec tout le monde. Il n'avait pas d'ennemis. Rien n'indiquait qu'ils aient pu être impliqués, et ils semblaient n'avoir aucune idée de qui avait bien pu faire ça. Les enquêteurs essaient ensuite de déterminer l'endroit où les McIvor se trouvaient dans les heures précédant les meurtres. Alors qu'ils interrogent la famille et les amis, les enquêteurs apprennent qu'un appel a été passé depuis le domicile des McIvor la nuit des meurtres. Missy avait appelé sa sœur. Elle lui avait dit qu'elle la rappellerait le lendemain matin. Elle avait laissé ce message sur le répondeur de sa sœur. Le message de Missy a été enregistré sur le répondeur de sa sœur à 22h30. La police en déduit donc que la ligne téléphonique a été coupée après 22h30. Ils savent que cela correspond au moment où un orage a éclaté sur l'archipel des Keys. Du point de vue du meurtrier, c'était des conditions propices pour se rendre à leur domicile. Il était peu probable qu'un voisin traîne dehors, promène son chien ou flâne sur son perron. Tout le monde devait être chez soi, les fenêtres fermées. C'était les conditions idéales pour passer inaperçu. L'orage et l'appel téléphonique donnent aux enquêteurs une indication plus précise du moment où les meurtres ont été commis. Mais cela ne leur apprend rien sur l'identité du tueur. Les enquêteurs obtiennent plus d'informations sur ce qui s'est passé la nuit où Missy et Mike ont été tués lorsqu'ils reçoivent les résultats de l'autopsie. En effet, celle-ci montre que Mike a été battu et étranglé. Missy a subi le même sort, mais l'autopsie confirme également ce que les enquêteurs soupçonnaient lorsqu'ils se trouvaient encore sur la scène de crime. Missy a été violée lors de l'agression. La scène de crime au domicile des McIvor révèle également ce qui pourrait être un indice capital. L'ADN du tueur a été retrouvé sur le corps de Missy. L'échantillon est envoyé au laboratoire pour voir s'il correspond à un quelconque individu répertorié dans la base de données. À l'époque de cette affaire, l'ADN faisait tout juste son entrée dans le monde de la police, si l'on peut dire. La technologie n'était pas aussi sophistiquée que maintenant. Aujourd'hui, on peut obtenir les résultats des tests très vite, et ils sont d'une extrême précision. Alors que les enquêteurs attendent de voir s'il ressort quelque chose des analyses ADN, ils passent en revue les indices découverts sur la scène de crime, et l'un d'eux les interpelle. Sur le lit, il y avait un carnet d'adresses et visiblement plusieurs pages avaient été arrachées. Il s'agissait des lettres G, H et I. Qui avait bien pu déchirer ces pages et pourquoi ? Cela ajoutait un peu plus de mystère quant aux raisons de ce geste et à l'identité de son auteur. Le bureau du shérif a missionné 2 ou 3 policiers chargés de trouver quels pouvaient être les contacts de la famille dont le nom commençait par un G, un H ou un I. Aussitôt, ils se concentrent sur quelqu'un qui faisait de nombreuses allées et venues au domicile des McIvor. L'artisan qu'ils avaient embauché pour rénover la 2e chambre afin d'en faire une chambre de bébé s'appelait Leon Hardy. C'était un homme du coin qui vivait dans les Upper Keys depuis un certain temps. Nous étions certains que son nom devait se trouver dans ce carnet d'adresses à la lettre H. Il travaillait lorsque Michael était à son domicile. Alors, de toute évidence, il voyait les allées et venues de Missy et celles de Michael. Les chaussures de l'artisan ont été saisies comme pièce à conviction. On avait découvert l'empreinte dehors, alors on voulait comparer ces chaussures à cette empreinte. Les enquêteurs prélèvent également un échantillon ADN et l'envoient au laboratoire avec les chaussures pour faire analyser le tout. Pendant ce temps, les enquêteurs trouvent une autre personne proche des McIvor dont le nom est susceptible de se trouver sur l'une des pages déchirées du carnet d'adresses.
L'un des voisins, James Arraway, a attiré notre attention lors de notre enquête de voisinage. Nous nous sommes concentrés sur lui parce que son nom correspondait aux pages qui avaient été déchirées dans le carnet d'adresse. Vous êtes James Arraway? C'était un quartier résidentiel, donc en tant que voisin, il connaissait les victimes. Arraway coopère également. Les enquêteurs prélèvent son ADN et envoient l'échantillon au laboratoire pour le comparer à celui de la scène de crime. Alors que la police exploite toutes les pistes, les habitants des Keys en Floride se demandent si leur vie paisible n'est plus qu'un lointain souvenir. J'ai commencé à porter un pistolet. On n'était pas serein. Je regardais derrière mon épaule, derrière ma voiture, sous ma voiture. Où était cette personne? Qui était-ce? Où était-elle? Ce crime a profondément affecté la communauté. Avant, les gens laissaient leurs portes ouvertes. Mais désormais, ils vérifiaient que leurs portes étaient bien fermées à clé la nuit. La communauté était sous le choc, tout comme nous. L'affaire fait les gros titres et elle est relayée par les journaux télévisés soir après soir. Toute cette publicité engendre de nouvelles pistes et l'une d'elles conduit la police à une personne qui a été très proche de Missy McIvor par le passé. On a découvert que Missy avait vécu dans le comté de Miami-Dade et qu'elle avait déjà été mariée. Des ex-maris ou des ex-femmes aigris et pleins de rancune qui pensent que le divorce a détruit leur vie et qui voient leur ex se remarier, refaire sa vie et fonder une famille, peuvent facilement développer des problèmes d'agressivité. Il n'y avait aucun secret ici. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Elle ne méritait vraiment pas de mourir si jeune. J'essaie de ne pas pleurer. Qui fait ça? Les membres de la communauté s'en sont pris les uns aux autres. C'est difficile de croire qu'il y avait un tel monstre parmi nous et que personne ne savait. Certaines personnes sont complètement folles. Est-ce que vous connaissez vraiment vos voisins? Sentier meurtrier. Mercredi à 21h sur ID. Une bonne viande après une bonne séance de sport. Tu sais qu'elle est bonne ta viande, hein? Elle se coupe comme du beurre. Tiens, d'ailleurs, tu me fais penser, faut que je passe chez Lidl, j'ai plus de beurre. T'achètes ton beurre chez Lidl, toi? Ah ouais. Je vais surtout pour faire mes courses. Et pour acheter de la viande qui se coupe comme du beurre. Si 25 millions de Français font leurs courses chez Lidl, forcément, vous avez déjà goûté et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de viande et de volaille à prix Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Dans ma famille, on a un dicton. Une soirée réussie, c'est jamais sans Sophie. Sophie, c'est ma mère, la bonne humeur incarnée. Et diva à ses heures perdues. Elle seule a le secret pour créer ces ambiances de fête. J'espère tellement que je lui ressemblerai quand j'aurai 40 ans. J'ai fait des idées de génie. Et voilà, bah dans le mille, mon André, ça c'est le divorce assuré. Allez, vite, vite, vends-moi cette tondeuse. Non mais c'est pas vrai qu'il achète un vase. Il achète un vase, ça marche. Savoir changer, ça change tout. Le Bon Coin, le bon pour tous. Achetez maintenant. Cet appel sera enregistré. Quand le mensonge est en ligne. L'argent, le sexe et la cupidité sont au cœur de toutes nos enquêtes. Taisez-vous, et tout va bien se passer. Ils écoutent. La question est-ce que nous trouverons suffisamment de preuves pour boucler cette affaire? Écoutez bien, elle apporte l'argent. Quel argent? C'est un psychopathe. Faites-la disparaître. Elle est sérieuse? Ça fait froid dans le dos. Sur écoute, confession de détenus, tous les lundis à 21h sur ID.
Le lieu du magnifique mariage intime de Missy et Mike est devenu la sordide scène de crime où ils ont trouvé la mort. Les deux premiers suspects résident à proximité du domicile des victimes, mais un troisième suspect va envoyer la police à environ 2 heures de route d'ici, à Miami. Missy avait déjà été mariée. Son ex-mari et elle allaient chez le même dentiste. Quand ce dentiste du comté de Miami-Dade a eu connaissance de l'homicide, il a contacté les enquêteurs car il savait que l'ex-mari, Gene Billings, vivait mal son divorce d'avec Missy. Il était contrarié qu'elle se soit remariée et qu'elle attende un bébé avec son nouveau mari. Asseyez-vous. Apparemment, l'ex-mari avait un casier judiciaire pour des faits mineurs, des menus larcins et quelques autres délits. Un ex-rancunier constitue un suspect idéal. Mais Billings nie tout. Il affirme qu'il se trouvait à Miami la nuit où les McIvor ont été tués. Il donne aux enquêteurs le nom des amis chez qui il se trouvait ce soir-là. Il avait un alibi au moment du meurtre et il a fourni des échantillons d'ADN. Mais avant que les enquêteurs puissent vérifier cet alibi, ils reçoivent les résultats des analyses comparatives des ADN des 2 premiers suspects en provenance du laboratoire. Aucun ADN ne coïncidait avec celui de la scène de crime. L'enquête s'annonçait beaucoup plus longue que prévu. L'alibi de Gene Billings est confirmé. Il ne se trouvait pas à proximité de Tavernier au moment du meurtre. Et quand les résultats de ces analyses ADN tombent, les policiers l'éliminent de la liste des suspects. Vous avez une piste et puis ça vous mène à une impasse et ainsi de suite. C'était presque un cycle incessant, ça nous semblait interminable. Au bout de 8 mois d'enquête, les policiers changent de stratégie. Et si le meurtrier n'était pas animé par un désir pervers d'agresser Missy? Si c'était à Mike que les assassins voulaient s'en prendre? Il y a eu toutes sortes de spéculations. Mon frère s'intéressait à tout un tas de choses pour gagner sa vie. Et il adorait l'aviation. L'aviation était une histoire de famille chez les McIvor. Fait exceptionnel, ma mère, à 16 ans, a obtenu sa licence de pilote privé. Puis, au fil des ans, elle est devenue hôtesse de l'air pour la compagnie Eastern Airlines. Mon père est devenu pilote. Ils adoraient voler. On a passé notre enfance à travailler sur des moteurs d'avion. C'était naturel que mes frères s'orientent vers des carrières en lien avec ce milieu. En fait, Mike et Missy McIvor s'étaient installés à Tavernier pour les activités de Mike liées aux avions. C'est un endroit où on peut loger, où on peut atterrir avec son avion et rouler avec jusqu'à sa maison. C'est une piste d'atterrissage privée. Mais dans les années 80 et 90, l'archipel des Keys n'avait pas seulement la réputation d'être l'endroit idéal pour les amateurs d'aviation. Dans les années 80 et 90, on avait une importation massive de drogue aux États-Unis, surtout dans les Keys. De nombreux habitants de la région ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans le trafic de drogue. Est-il possible que des trafiquants se soient introduits dans le quartier des McIvor? The McIvor's home sits at the end of a private airstrip known for its drug activity. Il habitait à Tavernero, un quartier qui a abrité un trafic de drogue par le passé. Donc il semblait logique d'orienter l'enquête vers la piste de la drogue. Un informateur en lien avec les dealers du sud de la Floride vient étayer l'hypothèse selon laquelle cette histoire serait liée à la drogue. Il déclare que 2 frères colombiens cherchaient à acheter un avion auprès de Mike. Michael était en train d'acheter un avion au Belize qui avait été saisi par le gouvernement dans une affaire de trafic de drogue. Certaines personnes avec qui il traitait pour acheter cet avion avaient mauvaise réputation. Il semblait qu'il côtoyait des individus qui trompaient dans le trafic de drogue. L'informateur déclare qu'avec cette histoire d'avion au Belize, Mike s'était attiré les foudres des présumés trafiquants de drogue, Miguel et José Santos. Cette piste autour de la drogue semblait s'étayer. S'agissait-il d'argent issu d'un trafic de drogue? Y avait-il une dette impayée? Les cartels de la drogue sont réputés pour tuer les gens sans état d'âme, que ce soit des femmes ou des enfants. Si ces meurtres violents sont liés au célèbre trafic de drogue du sud de la Floride,
Cela expliquerait un détail qui déconcerte les enquêteurs depuis le début. Le carnet d'adresses avec les pages manquantes. Était-ce un dealer qui avait enlevé son numéro ou un subterfuge pour brouiller les pistes? Les enquêteurs s'évertuent à remonter la piste des frères Santos. Je me suis rendu au Belize. Là-bas, les gens m'ont dit, c'était un garçon sympa, pourquoi quelqu'un lui aurait-il voulu du mal? Personne n'avait rien à lui reprocher. Ce n'est pas comme si quelqu'un le harcelait ou lui en voulait. Puis, alors que les enquêteurs creusent davantage la version de l'informateur, son histoire commence à vaciller. Comme les policiers ne trouvent rien sur les frères Santos, l'homme finit par craquer. Il avoue avoir inventé cette histoire de toutes pièces pour éviter la prison. Cette piste était la plus prometteuse de toutes depuis le début de l'enquête. Mais tout ce qu'il nous a déclaré s'est révélé faux. La piste de la drogue ne mène nulle part. L'enquête se trouve dans l'impasse. Chaque jour qui passait, c'était un jour de plus où l'affaire restait non élucidée. On a placardé une grande affiche dans la rue de Tavernero avec une photo de Mike et Missy et une récompense à la clé pour quiconque aurait des informations à nous fournir. J'ai mis des affiches partout sur les murs. De nouvelles pistes émergeaient. On s'imaginait qu'elles joueraient un rôle capital dans le dénouement de l'enquête. On se dépêchait de les suivre et finalement elles ne menaient nulle part. Ce n'était qu'une perte de temps. Les jours se sont transformés en semaines, se sont transformés en mois, qui se sont transformés en années. Ça nous semblait interminable. L'affaire se trouvant dans une impasse, les enquêteurs reprennent tout depuis le début. L'une des hypothèses avançait la possibilité que la cible de cette agression soit Missy, et non pas Michael. Quand ils reportent leur attention sur Missy en tant que cible principale du meurtrier, ils découvrent que quelqu'un la mettait mal à l'aise. Elle lui a dit plusieurs fois qu'elle était mariée et qu'elle était enceinte. Mais l'homme a continué à l'importuner. La vidéo de la scène du triple meurtre des McIvor s'apprête à livrer ses mystères après une nouvelle visite de la police chez la famille des victimes. On s'est réunis, on leur a dit « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Là, ils m'ont demandé « Vous souvenez-vous d'autre chose? On va retracer ce qui s'est passé la veille de sa mort. » Ce soir-là, je lui avais parlé à leur retour du cours de préparation à l'accouchement. On a parlé de sa journée. Elle m'a raconté qu'elle s'était arrêtée à la station-service et que l'homme qui travaillait là-bas lui avait fait des avances et que ça la rendait mal à l'aise. Il me fait froid dans le dos. Je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, c'est flippant. T'es très enceinte, pourquoi te faire des avances? C'est pas correct. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle m'a répondu, oh, je lui ai dit de me laisser tranquille. Missy parlait de l'employé de la station-service qui se trouve à environ 1 kilomètre de chez elle. On faisait tous notre plein ici pour les voitures, pour les bateaux, c'était une habitude. Les enquêteurs examinent la vidéo de la scène de crime à la recherche d'un élément quelconque qui relierait Missy à la station-service. Dans la chambre sur la commode, il y avait des tickets de caisse de cette station-service. Et il se trouve que je savais qu'un cambrioleur des environs travaillait à cet endroit. C'est ainsi que son nom est apparu pour la première fois dans cette enquête. Le nom de l'employé en question est Thomas Overton. Thomas Overton avait quitté Pensacola où il avait été condamné pour cambriolage pour s'installer dans les Keys. On savait que c'était un cambrioleur, mais pas forcément un individu violent. Thomas Overton était un cambrioleur chevronné. Or, on savait que celui qui s'était introduit dans cette maison avait un minimum d'expérience en la matière. En effet, en coupant les câbles téléphoniques, cela désactive le système d'alarme dans la plupart des cas, et ça met le téléphone hors service au cas où quelqu'un voudrait appeler les secours. J'ai commencé à penser que son profil correspondait à celui de l'homme que l'on recherchait. Mais une fois de plus, on n'avait aucune preuve physique pour le relier au McIvor. La police commence à surveiller Overton jour et nuit.
On utilise différents véhicules pour suivre les suspects quand ils empruntent l'autoroute, quand ils font la navette entre leur lieu de travail et leur domicile. On sait à quel moment ils travaillent et on connaît leurs horaires. Les policiers suivent Overton, mais rien ne leur permet de l'arrêter. Finalement, alors qu'ils surveillent ses moindres faits et gestes, les enquêteurs obtiennent une information susceptible de débloquer la situation. Un informateur nous a annoncé que Thomas Overton préparait un cambriolage dans les Upper Keys. C'était un homme en qui Thomas Overton avait confiance et à qui il avait fait part de son projet. Cette personne à qui il s'était confié nous a donné l'adresse, la date et tous les renseignements possibles. Quand on s'est posté près de la maison, Thomas Overton est arrivé. Police, ne bougez pas! Montrez vos mains! Montrez-moi vos mains! La police l'a arrêté et l'a mis en garde à vue pour tentative de cambriolage. Les enquêteurs tiennent enfin un suspect sérieux. Mais ils sont encore loin de pouvoir prouver qu'Overton est le meurtrier. Quand ils l'ont mis en détention provisoire, les enquêteurs lui ont parlé et lui ont demandé de leur fournir son ADN. À ce moment-là, il a refusé. Il ne voulait pas se soumettre à un prélèvement ADN. Et il nous était impossible d'obtenir un mandat de perquisition pour réitérer notre demande. Il savait que s'il acceptait ce prélèvement ADN, on ferait le rapprochement entre lui et les meurtres des McIvor. C'était frustrant. On leur a demandé « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils nous ont répondu « On ne peut pas faire grand-chose, il faut attendre. » Mais peu de temps après le refus d'Overton de se soumettre à un prélèvement ADN, l'affaire prend une nouvelle fois une tournure inattendue. Alors que Thomas Overton se trouvait à la prison de Key West pour cambriolage, il a demandé un rasoir. Comme il n'était pas suicidaire et qu'il n'était pas placé sous surveillance médicale pour des tendances de cet ordre, ils lui ont donné un rasoir de sûreté avec une seule lame enrobée de plastique. Et là, il se coupe, et il y a du sang partout dans la cellule où il est détenu à ce moment-là. On essuie le sang avec des serviettes en papier, des chiffons, tout ce qu'on peut trouver. On doute qu'il ait voulu se suicider, parce que les blessures étaient très superficielles. On pense plutôt qu'il essayait de se faire transférer à l'unité médicale de la prison, où il aurait peut-être été plus facile pour lui de s'évader. Il a jeté les serviettes pleines de sang. Ces serviettes ont été ramassées et transmises à la police. L'ADN de Thomas Overton va-t-il correspondre à celui du tueur laissé sur la scène de crime? La police envoie les échantillons au laboratoire pour comparaison. Si l'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose quand on est en prison, on n'est plus dans le domaine de la vie privée. On n'a donc pas besoin d'un mandat pour recueillir ce sang. Il suffit de le récupérer. La police a arrêté l'employé de la station-service, Thomas Overton. Un nom qui n'est pas inconnu à la famille. Je me souviens que les enquêteurs ont dit « Il s'appelle Thomas Overton et il travaillait comme caissier à la station-service. » Je savais exactement de qui il parlait. Il m'avait demandé ma carte d'identité. Je me revois en train de la lui donner. Il m'avait regardé et il avait dit « Vous ressemblez énormément à votre frère. » Je voulais pas me faire de faux espoirs, alors je me suis dit « Bon, on va voir ce que ça va donner. » Les enquêteurs entraînent Overton dans la salle d'interrogatoire en lui disant qu'ils veulent son aide pour résoudre des crimes dans lesquels il n'est pas impliqué. En réalité, leur objectif est de l'amener à avouer les meurtres des McIvor. Finalement, ils lui ont montré une photo de la maison. Entry was gained by a ladder in the back. Well, I don't even know the house. Why would I know that? Okay, you don't know anything about that? No. Okay. Puis, espérant le prendre de court, les enquêteurs montrent à Overton une photo de Mike et Missy McIvor. Michael McIvor. You've never met that guy? You don't know that guy? No, I didn't. How about Missy McIvor? She looks weird, but I can't place where.
They were found murdered in their homes. I know what you're talking about now. I know what you're talking about. But you didn't have anything to do with that murder. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. I have nothing else to say. I'm gonna leave. Il a dit « Je sais ce que vous essayez de faire ». Il a arrêté de parler et il a mis fin à l'interrogatoire. Mais ce qu'Overton ne sait pas, c'est que les enquêteurs détiennent une preuve irréfutable. Son ADN correspondait à celui trouvé sur la scène de crime, mais il n'avait pas connaissance de cet élément. Alors quand il niait le fait d'être allé dans cette maison, de la connaître ou de connaître ses habitants, tout cela confirmait la chose suivante. La seule raison pour laquelle son ADN était sur les lieux, c'est parce qu'il avait commis ces meurtres. When you cut yourself, and we got that blood, and took it into the DNA lab, and matched that blood up with that semen that was left at that crime scene, it matched positive to you. In a sense, you cut your own throat. Son ADN correspondait à 100%, on le tenait. We got you in that bedroom on that night with those people. You're looking at triple homicide. That was a viable baby. That baby would be 5 years old today. Can I go now? DNA is better than a fingerprint. Do you have any explanation for why it's in there? Why your seminal fluid's in that room? I'm ready to go. No explanation. Overton refuse de parler. On le ramène à sa cellule. Mais les enquêteurs n'auront peut-être même pas besoin de ses aveux, parce qu'il a déjà raconté à quelqu'un tout ce qui s'est passé au domicile des McIvor cette nuit-là. Lors de son séjour à la prison de Key West, Thomas Overton a sympathisé avec un autre détenu. Il a dévoilé beaucoup d'informations à cet homme, y compris des détails sur le meurtre des McIvor. Donc ce détenu, pour soi-disant soulager sa conscience, a appelé les enquêteurs pour nous relayer ces informations. Overton raconte au détenu James Zintek qu'il a rencontré Missy à la station-service où il travaillait. Some days she would come around real smooth, but other days she would be, cold. And I guess he was shunned eventually from her. And he had a check that she produced to pay for services, and he had copied the name and the address. And he had went on a couple of occasions to surveil the house to see what was going on. And on the night, he took a ladder that was already on the scene, placing it on, I'm not sure if he said the side or the back, but I asked him if he was concerned about the possibility of somebody dial 911. And he said that that was impossible because from what he told me that the telephone lines were cut. He slid the door open. It was one of the sliding doors. Une fois à l'intérieur, Overton attaque d'abord Mike. Puis il étrangle Missy et ensuite Mike. Son récit lève même le mystère du carnet d'adresse avec les pages arrachées. And his logic was that by ripping that out, that would lead the investigators to believe that whatever pages were missing out of that book, that it would have to be the killer. You create confusion in the crime scene. Il a raconté l'intégralité de son crime à ce codétenu. La correspondance ADN et l'obsession que nourrissait Overton pour Missy constituent des preuves suffisantes pour l'inculper de meurtre avec préméditation sur les personnes de Michael et Missy McIvor, ainsi que d'agression sexuelle sur Missy. Overton est également inculpé d'homicide volontaire pour la mort du futur bébé du couple, un petit garçon qu'ils envisageaient de prénommer Kyle. Le procès a été très éprouvant pour nous tous, surtout pour mes parents, en raison de la nature crue des faits.
Personne ne devrait jamais avoir à visualiser ce genre de choses ou à entendre ça sur quelqu'un, et encore moins sur son propre enfant. Pour moi, ça a été un moment extrêmement douloureux. C'était terrifiant de voir la personne qui avait tué mon frère, sa femme et leur bébé. C'était terrible de regarder cet homme. C'est le diable incarné. Quand je suis entré dans ce tribunal et que je l'ai vu, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. On ne peut pas le qualifier d'être humain. C'est pas un être humain. C'est l'incarnation de Satan. Vraiment. Thomas Overton est reconnu coupable en 1999 et envoyé dans le couloir de la mort en Floride, où il se trouve toujours actuellement. Ça a été un soulagement, mais je ne dirais pas que ça a été une satisfaction. Le cauchemar continue, parce qu'après avoir été reconnu coupable de meurtre, il a été autorisé à faire appel, et la procédure a duré des années. Michael et Missy avaient un bel avenir devant eux. Ils auraient mis au monde de merveilleux enfants. C'était une institutrice formidable, et elle aurait été une mère formidable. Leur fils Kyle aurait été profondément aimé dans notre famille. J'y pense tous les jours.